à toutes et à tous et merci d'être là sur Synapse TV. Merci à vous tous et on continue évidemment pour essayer de répondre à vos sollicitations autour de la santé mentale et cette fois-ci autour de la guerre en Ukraine, au Proche-Orient et dans d'autres endroits évidemment. Nous sommes abreuvés de ces conflits. Et on s'est posé la question de savoir quel lien y a-t-il entre ce que nous voyons, ce que nous entendons tous les jours et la santé mentale. Quel impact ça peut avoir sur notre psyché, même à distance, même si nous ne sommes pas nous-mêmes directement impactés géographiquement par les conflits internationaux, mais quel impact ça peut avoir sur nous. Et finalement, on va vite se rendre compte que ça nous touche aussi au-delà des zones de combat. Elle traverse bien entendu nos écrans, nos esprits, nos équilibres. Comment le cerveau va-t-il réagir face à ces expositions répétées ? Pourquoi certains sont-ils plus impactés que d'autres ? C'est pas que de la sensibilité, on va voir ça justement. Et surtout, comment se protéger, comment comprendre, comment accompagner les petits, les moyens et les grands face à ces conflits. Pour en parler aujourd'hui, nous avons deux professionnels, deux psychologues. Ça ne vous étonnera pas que ce soit des psychologues qui se positionnent autour de ces thématiques. Il y a d'une part Claire Dahan, qui est psychologue et qui est largement spécialisée dans les situations de traumatisme et particulièrement intéressée par le sujet des enfants. Et elle va nous expliquer un peu comment on va pouvoir se comporter avec nos chérubins et comment on va pouvoir les aider à passer ces période difficile. Et puis nous avons Diane Arcoub qui est présente aussi, qui est psychologue et qui elle est totalement spécialisée en psychotrauma et qui va nous expliquer justement dans le monde des adultes quel impact ça peut avoir sur nous, pourquoi et comment on va pouvoir apprendre à gérer ce flux médiatique entre autres. À mes côtés, j'ai toujours mes chers chroniqueurs et chroniqueuses. Delphine. Bonjour Marc. Merci, bonjour, merci d'être là. Emmanuel. Bonjour Marc. Merci bien Céline, bonjour à toi, merci encore. Alix, bonsoir. Toujours fidèle avec le lien des jeunes. Toujours. Voilà, merci à toi. Et David. Bonsoir Marc. Toujours aussi beau et tout va bien. Merci à toi d'être là, évidemment. Alors, on va juste avant de démarrer et d'aller dans le vif du sujet, je vais vous demander, est-ce que quand j'ai évoqué cette émission avec vous, vous m'avez dit oui, évidemment. Ça va de soi. Est-ce que l'actualité, comment vous la gérez, vous, l'actualité ? Comment vous filtrez ? Est-ce que vous filtrez ? Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous êtes sur les réseaux, abreuvés constamment ? Comment vous faites dans votre quotidien ? Alix, par exemple ? Alors, j'essaye de filtrer. Je pense que c'est aussi peut-être générationnel, mais je regarde beaucoup moins la télé qu'avant. Mais j'essaye quand même de me tenir informée et je pense que je m'informe même sans le vouloir. En scrollant sur les réseaux Instagram, TikTok, on ne choisit pas vraiment l'information qu'on veut regarder, donc bon, c'est paradoxal. Oui, sans doute. David ? Alors moi, je ne filtre rien du tout. Moi, je prends beaucoup sur moi aussi. Bon, j'ai la capacité à prendre du recul aussi, à peser le vrai, le faux. Mais je suis tout à fait... j'entends tout à fait que ça puisse être anxiogène, parce que quand je discute avec mon entourage, des amis, ça agit beaucoup sur leur psyché, on en parlait. Et c'est là où je me permets un peu d'intervenir. D'accord, oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. Delphine, alors, je ne vais pas dire que je suis comme David, mais je regarde aussi pas mal les informations. J'essaie de sélectionner les sources et je multiplie aussi les différentes sources, et notamment pas uniquement françaises, mais aussi les sources internationales, parce qu'en fait, ça permet aussi de déplacer le regard et de ne pas être uniquement dans un seul traitement de l'information. C'est parce que ça peut aussi poser problème, parce qu'on n'a qu'un seul regard sur ce qui se passe. Et c'est intéressant aussi de voir comment l'information est traitée par d'autres pays et d'autres journalistes. Oui, c'est intéressant. Évidemment. Emmanuel. Oui, bien sûr. La question, c'est est-ce que ça nous impacte ? Oui. Après, j'aime bien rester informé, j'aime bien savoir ce qui se passe, mais j'essaie de me fixer des limites et de m'appliquer quelques-uns des conseils. Oui, on va en parler. Exactement, on va en parler. Céline, tu as... Pas de limite les premiers jours. J'étais connectée en permanence, essentiellement presse écrite et pareil, française ou anglo-saxonne.
Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit qu'il fallait que je me calme et que si je regardais de temps en temps, c'était bien aussi. Et j'ai un peu calmé les choses parce que je sentais que ça commençait à me tendre. Alors, merci de vos témoignages, parce qu'en fait, c'est le lien que je voulais faire avec Claire. Claire, bonjour, merci d'être là, Claire Daran. Bonjour, merci Marc. Merci beaucoup. Je sais que nos deux psychologues, je l'expliquais avec la régie tout à l'heure, c'est pas facile de vous avoir parce que vous êtes sur des thématiques qui sont difficiles. Évidemment, les consultations débordent et ça va de soi. Mais par rapport à ce que viennent de dire nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, je voulais citer Hannah Arendt qui a parlé et qui a évoqué dans son livre qu'elle a publié il y a quelque temps évidemment, la banalisation du mal. Et en fait, est-ce que cette information en continu, finalement, on s'habitue ou on s'habitue pas? Comment ça rentre dans nos cerveaux? Comment on gère ça? Avant de te poser la question sur le lien avec les enfants, Claire, est-ce que tu as une réponse? Alors, c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, je crois que c'était David qui disait moi, je regarde tout ce qu'il y a. En fait, aujourd'hui, avec l'hyperconnexion, on est beaucoup sur nos smartphones. Et puis, on est beaucoup avec des formats courts. Qui dit format courte, de type short, réel, dit beaucoup d'informations qui arrivent à nous aussi via des algorithmes sans qu'on les ait choisis. Or, une des causes de l'anxiété, c'est l'impuissance. Et notamment cette impuissance face aux images, c'est-à-dire il y a plein d'images qui arrivent et moi je trouve pas ma place là-dedans, je ne sais pas quoi en faire. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir sortir des récits collectifs et de pouvoir se dire voilà, la guerre, j'ai pas d'action sur la guerre, mais par contre, au lieu de subir l'actualité, je vais par exemple choisir mes sources d'information. Ça peut faire baisser l'anxiété. Et puis Delphine a très justement dit que ça permet d'avoir un autre regard. Qui dit autre regard dit aussi nuancer, regarder les choses de différents points de vue, être moins focus. Donc ça déjà, c'est un très bon conseil. En quoi le fait de diversifier les sources d'observation, en quoi ça agit sur notre anxiété? Comment ça fonctionne? Alors, je pense que l'anxiété qu'on observe aujourd'hui, d'abord, il faut la normaliser. C'est une anxiété, on est dans un climat de guerre. La première chose, c'est de se dire, OK, l'anxiété, je rappelle, c'est une réaction biologique normale face à un agent stressant. D'accord? Donc l'anxiété, c'est quoi? C'est tout ce qui nous mobilise pour l'attaque, la fuite. Sauf que comme tu l'as dit, aujourd'hui, la guerre, elle n'est pas en France à côté de nous. Donc, on se maintient, notre système nerveux, il se maintient un petit peu dans un état de stress chronique qui est très épuisant. Et je trouve que c'est une bonne stratégie de se dire, bah, tiens, je ne vais pas regarder l'info uniquement qui arrive sur telle chaîne ou dans le pays, par exemple. Je vais regarder un petit peu tout pour pouvoir se dire, ben, OK, ça peut être vu aussi comme ça peut être vu aussi d'une autre manière, pouvoir, ce qu'on appelle dézoomer en psychothérapie, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder les choses de différents points de vue et d'être moins soumis à quelque chose qui est un canal unique. Voilà. Alors, merci Claire, évidemment c'est passionnant, mais du coup, j'en reviens à mes chroniqueurs et chroniqueuses qui sont là. C'est un peu leur job que d'essayer d'aller fouiller pour voir ce qui est vrai, pas vrai, etc. Mais quand on n'a pas le temps, parce qu'on travaille toute la journée et que c'est difficile. Comment, on évoquait les fake news, etc. Tu as une idée comment on peut faire pour faire le tri rapidement? Avant de parler des enfants, mais quand même, c'est quand même le sujet, puisque c'est quelque chose que j'enseigne aux enfants. Alors, je pense que nous aussi, adultes, on doit apprendre ça, à vérifier si les sources d'information, elles sont fiables. Parce que c'est vrai que l'anxiété, c'est aussi ce qui fait qu'on va chercher et passer du temps sur nos smartphones, etc. Et donc, on va voir un petit peu tout ce qui arrive sans même savoir si c'est vrai, On voit que, par exemple, il y a des images de guerre qui circulent. Parfois, c'est un petit peu tout mélangé. Parfois, c'est même pas cette guerre. Parfois, c'est une image qui date d'il y a longtemps. Et en fait, on plonge parce que on est anxieux. Donc, on a ce qu'on appelle des biais de confirmation. C'est-à-dire, comme je pense que le monde va mal, chaque image que je vais voir qui me montre que le monde va mal va m'impacter. Donc, ça, c'est quelque chose que j'enseigne aux enfants. Enfin, je leur apprends, on en parle. Tu sais, quand tu regardes une image, attention, d'abord, l'impact de l'image, parce que l'image, elle nous attend. Et puis, attention, est-ce que c'est une vraie image? Et si c'est une vraie image,
eh bien, je leur apprends que l'empathie, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On est câblé pour l'empathie. Et cette empathie-là, elle peut aussi agir même avec des gens qu'on ne connaît pas, même à l'autre bout de la planète, même pour des zones de conflit qui sont très lointaines. On peut créer un lien d'attachement douloureux à des victimes et qui ont un effet sur nous. J'explique que on n'est pas neutre par rapport à ces images. Elles nous influencent, elles restent quelque part, hein, on capte des informations et elles peuvent continuer à agir, notamment via le stress, l'insomnie ou toutes ces choses-là. Alors, tu évoques les enfants. J'en ai parlé, j'ai évoqué ton intervention aujourd'hui avec des personnes que j'ai rencontrées depuis qu'on a évoqué le thème de cette émission. C'est incroyable parce que quand je l'ai évoqué, tous me répondent « mais oui, mais j'en ai parlé avec les enfants ». Et justement, je me pose la question, en famille ou avec les amis, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, quel âge, est-ce que tu as un petit mode d'emploi à nous donner sans qu'on parte dans quelque chose de trop compliqué ? Un petit mode d'emploi. Déjà, pour rappel, les enfants, ils ne vivent pas sur une autre planète, ils vivent avec nous. Ils nous regardent, ils nous entendent. Donc, à partir du moment où nous, on parle beaucoup de ça, forcément, les enfants, ils ont des radars à la place des oreilles et des yeux. Alors, j'ai pas de manuel parce que, évidemment, ça dépend de l'enfant. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'une information partagée, c'est une anxiété partagée. Alors, ma génération, on regardait la télé, on s'asseyait ensemble, on pouvait commenter ce qu'on regardait. Et donc, la charge émotionnelle, elle baissait. Le problème des smartphones, c'est que c'est beaucoup, voilà, l'ado dans son lit, il tombe sur un truc. Donc, on parle à nos ados, à nos enfants. Qu'est-ce que tu sais ? Est-ce que tu as envie qu'on en parle ? Et puis, j'ai pas toutes les réponses, mais si tu veux, je peux me renseigner. Mais c'est-à-dire créer un espace de dialogue, vraiment. Ça dépend, il peut y avoir un tout petit qui est tombé sur quelque chose, une information qui est carrément traumatisante, ou un grand, enfin ça dépend vraiment, les enfants ils ont une vie à part avec nous et donc ils peuvent très bien tomber sur des images de manière totalement aléatoire. Donc créer le dialogue, les rassurer en leur disant tu sais, moi aussi je suis atteint, c'est-à-dire autoriser les émotions à s'exprimer. La peur, c'est une réaction normale, l'anxiété aussi, et puis pouvoir dire à nos enfants moi aussi je suis pas insensible à ce qui se passe, est-ce que tu as envie qu'on en parle? Déjà ça, je trouve que c'est vraiment important. Et puis après, c'est tout ce qui concerne l'hyperconnexion, et donc je le dis beaucoup aux parents, c'est-à-dire de faire attention, on parle beaucoup de temps d'écran et d'influence sur l'attention, mais de contenu aussi. Et ça, il faut faire extrêmement attention au contenu auquel nos enfants ont accès, ça me paraît fondamental. Ok. Comment je sais, parce que je discutais avec une maman qui m'a relaté le fait qu'elle a vu petite des images d'une guerre en Afrique assez violente, et ça avait été retransmis au journal télévisé, elle a assisté à ça, elle était petite, et donc 45 ans plus tard, elle s'en souvenait toujours et ça l'avait traumatisée. Comment on peut savoir si des images peuvent être impactantes à ce point évidemment, on va voir avec Diane tout à l'heure les traumatismes, justement, mais comment on peut mesurer l'impact immédiat ou pas? Comment on peut faire ça pour les protéger de cette réalité? Alors, il faut savoir qu'un trauma, il y a des critères qui sont les critères du DSM, d'accord ? Le premier critère, c'est d'avoir été exposé à un événement traumatique. Et à l'intérieur de ce premier critère, on explique que exposé, c'est soit nous-mêmes, on est face à une scène de guerre, soit un récit qu'on entend, soit des images. Donc déjà, c'est super important. Oui, on peut être traumatisé par une image en fonction de notre sensibilité, en fonction du moment auquel elle arrive, cette image, en fonction, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu on appelle ça en psychologie un tiers sécure, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre à côté de nous qui a pu discuter avec nous de ça? Mais oui, les images, elles peuvent être impactantes. C'est difficile de savoir qui va réagir à quoi. Puis, il faut faire attention aux enfants qui disent « Non, mais moi, je ressens rien. Non, mais moi, de toute façon, je m'en fiche. » C'est très difficile à dire. Je crois que chaque parent connaît ses enfants. Mais oui, on peut être impacté par un récit et par une image, être exposé. On appelle ça, peut-être que ma collègue en parlera, le trauma par procuration, le trauma vicarien. Ça peut tout à fait être traumatisant au même titre qu'avoir vu une scène en face de ses yeux. Ok, merci beaucoup Claire. Une dernière question rapide, parce que je sais que tu dois nous laisser, même si on voudrait te garder pendant les 30 prochaines années. L'idée sur un enfant dont on pourrait remarquer quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire on pourrait quoi? On regarderait la modification du comportement, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, etc. Et à partir de là, on va consulter pour être sûr que tout va bien ou... Alors,
Là, on part dans des cas où vraiment il y a une cassure par rapport à un fonctionnement, donc l'appétit qui se casse ou le sommeil. Mais avant d'en arriver là, je pense que c'est pas la peine d'attendre que nos enfants nous fassent une... Enfin, tout le monde parle de ça. Dans nos cabinets, moi, je reçois des patients qui viennent me dire « je suis anxieux ». Alors, ça peut être dans quel pays il fait bon d'habiter, ou bien économiquement parlant, comment ça va se passer en France, ou bien... Donc, les enfants entendent ça, c'est pas la peine d'attendre qui nous en parlent. On peut, là, s'il y a des parents qui m'entendent aujourd'hui, eh bien, vous pouvez dès ce soir dire à vos parents, dire à vos enfants, vous avez entendu parler de ce qui se passe, est-ce que tu as envie qu'on en parle, qu'est-ce que tu en penses, peut-être rallumer la télé. Et puis, comme dans toutes les choses qui sont potentiellement traumatogènes, avant de consulter, on peut déjà proposer à nos enfants de réguler avec des techniques de respiration, avec par exemple le fait d'être dans l'action, d'avoir un geste solidaire, pouvoir sortir de ce qu'on appelle la sidération psychique qui peut arriver quand on voit une image traumatique. Mais on peut tout à fait, à ce stade d'évolution de la situation dans le monde, on peut tout à fait imaginer que nos enfants savent des choses et donc les questionner directement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as entendu quelque chose? D'accord, Claire, merci beaucoup. Donc, ce que j'entends, si je résume, c'est finalement, il faut communiquer et on peut parler de tout. C'est-à-dire, on y va, quoi, on n'hésite pas. D'accord. Claire, merci 1000 fois d'avoir été parmi nous. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau sur le plateau quand tu pourras te rendre disponible. Merci encore et à bientôt. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bien, Céline, je rappelle, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ce qui me surprendrait, mais bon, admettons, ça voudrait dire qu'ils ne regardent pas la chaîne en continu, ça me surprendrait aussi. Tu es médecin généraliste, médecin du travail. Et médecin du travail, oui. Je m'arrête là ou je continue? Non, Ok, on arrête. Céline, qu'est-ce que tu observes? Je sais pas, il y a une consultation, il y a des effets liés à l'actualité internationale, au conflit, ça monte, c'est-à-dire depuis... Ça monte régulièrement des salariés donc en ce moment qui consultent parce qu'ils sont anxieux et c'est jamais un motif de consultation. Ils ne disent pas qu'ils sont là parce qu'il y a la guerre, mais ils le mentionnent très régulièrement pendant les consultations. Et c'est un effet, c'est en plus de tout le reste. Et donc les craintes sont pour leur sécurité, est-ce qu'on va avoir des attentats partout, des craintes sur l'économie. Et donc là, l'idée, et souvent ils sont très consommateurs d'informations en permanence, donc là l'idée c'est de vraiment voir, de les évaluer, de voir s'ils dorment. Alors justement, les symptômes. Les symptômes, ça peut être des troubles du sommeil, une augmentation des conduites addictives, un isolement, effectivement, quand on leur demande, ils passent leur journée sur leurs écrans à scroller et à voir des contenus, de l'anxiété vraiment plus importante, troubles de l'appétit, troubles de l'humeur, donc vraiment ça on cherche. Il y a un autre cas de figure, c'est aussi les salariés que je vois qui ont des proches qui vivent en zone de conflit, alors soit côté pays agresseur, soit côté pays agressé. Et donc là, c'est excessivement difficile parce que c'est des gens qui se retrouvent très isolés. D'un côté, ils culpabilisent parce qu'ils sont très inquiets pour leur famille et leurs proches et ils ne vivent pas du tout la même chose. Et en même temps, ils ne vivent plus du tout la même chose que nous autres. Bien sûr. Et ils ont l'impression qu'il y a une insouciance autour d'eux et que personne ne se rend compte. Ils sont très, très isolés. Bien sûr. Et là, je suis d'autant plus vigilante et souvent, je les réoriente. Alors c'est intéressant, évidemment, parce que là, on a un problème de ressources humaines, cher DRH, là. On va y aller quand même. Là, on est quand même sur quelque chose qui est relativement personnel. Ça relève de la sphère personnelle. Donc, la sphère pro, elle a son mot à dire là-dedans? Ouais, c'est une question qui se pose souvent sur ce sujet, mais comme sur d'autres. Est-ce que ça a sa place en entreprise? Et j'aime beaucoup ce que Claire nous a dit juste avant, quand tu lui as demandé alors est-ce qu'on peut en parler aux enfants, à la famille? Elle a dit mais en fait, les enfants, ils ne sont pas sur une autre planète. Mais c'est la même chose dans le monde du travail. Les collaborateurs, quand ils arrivent, que ce soit au bureau, à l'usine ou en télétravail, en fait, ils arrivent avec leurs préoccupations, avec ce qu'ils ont vécu, avec leurs craintes, leurs peurs. Ils peuvent avoir des proches dans un pays touché, ils peuvent avoir un affect particulier pour un pays aussi qui est touché. Il y a les incertitudes économiques, comme tu disais, la crainte sur l'inflation. Il y a plein de choses en fait qui les affectent. Donc voilà, ils ne sont pas sur une autre planète. Donc la réponse, elle est simple. Oui, c'est un sujet de la sphère privée, mais qui a sa place en entreprise parce que ça impacte les collaborateurs. Donc parlons-en. Mais alors du coup, comment tu abordes ça?
Comment, encore une fois, je trouve que le parallèle avec finalement ce qu'on peut faire pour les enfants est assez vrai. Alors, je ne parle pas d'infantiliser, ce n'est pas du tout ça le sujet. Mais par contre, en fait, on n'est pas neutre. Ce que nous a dit Claire aussi, on n'est pas neutre. Donc, c'est normal d'avoir peur, d'avoir des craintes, voire d'être angoissé. Donc, il faut ouvrir la porte, il faut ouvrir en dialogue. Donc, dire aux équipes, oui, la situation, voilà, elle peut vous impacter. Vous pouvez, en effet, avoir tout un tas de craintes. Donc, parlez-en. Et pour ça, il y a la médecine du travail, il y a les ressources humaines, il y a le management. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une cellule de soutien psychologique, il y a aussi cette possibilité. Et puis, petit teaser, mais David nous parlera aussi d'autres ressources qui existent pour pouvoir justement être aidé. Voilà, ce qui est important, c'est, je pense, d'ouvrir la porte. Oui. Je rebondis sur ce que disait Céline, c'est assez intéressant de se dire attention, ça n'est qu'un phénomène qui vient s'ajouter à quelque chose qui viendrait peut-être toucher les personnes déjà les plus vulnérables. Et c'est encore quelque chose d'encore plus anxiogène, ouais, qui vient accélérer peut-être leur situation. Mais vous l'entendez dans les entreprises, vous l'entendez, tiens, elle est présente, enfin, elles sont présentes, ces guerres, vous entendez parler de cela ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, les collaborateurs, enfin les équipes, elles réagissent à l'actualité, ils partagent des infos, t'as vu, enfin bien sûr. Ça anime les cafés, hein, Et puis ça peut même changer la stratégie de l'entreprise. Donc obligatoirement, finalement, ces guerres sont à la fois au niveau salarial, mais elles peuvent être aussi au niveau gouvernance ou COMEX, parce que des choix vont devoir être faits par rapport à ce nouvel environnement et ce nouveau contexte économique. Et moi, je trouve qu'il y a un peu des tabous quand même sur ces sujets. Hein. moi, je le ressens aussi comme ça en entreprise et je pense que j'ai pas mal de collègues aussi. Enfin, il y a quand même des guerres qui sont liées à des religions, qui sont liées à des histoires très anciennes et je pense que c'est un sujet, enfin ça peut être des sujets un peu touchy parfois si on n'a pas les mêmes idées. Tu veux faire ça maintenant ? Tu veux du buzz en fait, c'est ça que tu veux. Surtout pas ici. On est en... Je rejoins Alix, il y a un point très important, c'est que pour moi, le sujet n'est pas de commenter l'actualité, n'est pas de débattre, n'est pas de donner raison. Et en fait, il y a des chaînes d'information où il y a des chroniqueurs qui sont là pour ça, sur des chaînes spécialisées. Mais en fait, à l'entreprise, je pense qu'en effet, ce n'est pas le lieu de se dire, de commenter ou de débattre, c'est plus le lieu de dire... Voilà ce qui se passe, d'accepter que ça puisse avoir un effet et puis de donner des solutions. Justement pour... Comment vous redonnez des solutions ? Comment vous rebondissez en fait, il y a des solutions très simples. David, tu l'as dit, tout ça, ça vient se rajouter voilà, à des craintes, à l'actualité, aux situations individuelles que tout chacun peut vivre. Donc, ce qui est important, c'est de se dire finalement, c'est quoi les conseils ? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour gérer son stress ? Pour gérer son énergie, pour trouver du sens. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses, alors un petit peu de sens commun, hein, des choses assez évidentes, mais qui ont fait leurs preuves et qui sont à notre disposition. Donc, c'est tout simple, mais c'est déjà peut-être gérer son réveil, gérer sa journée et avoir des bonnes routines. On parlait d'infobésité, enfin voilà, de sa façon de constituer des informations. Mais peut-être que la première chose à faire le matin, c'est pas d'ouvrir son smartphone ou d'allumer une chaîne d'infos. Et pareil le soir, la dernière chose à faire avant d'aller au lit, c'est peut-être pas d'être connecté à l'actualité. Donc faire attention à sa capacité à gérer l'information. L'infobésité dont tu ouais. Exactement. Il y a une autre chose aussi qui est géniale, hein, c'est le sport. Et le sport, je ne vous dis pas de tous partir faire des triathlons, mais si vous voulez, allez-y. Mais c'est ne serait-ce que de marcher, en fait, de sortir. Et ça aussi, c'est un autre point, aller prendre l'air, aller s'aérer. Je pense notamment à ceux qui font du télétravail. C'est un peu les conseils qu'on pouvait donner aussi en sortie de crise sanitaire, quand on avait tous vécu quand même son quotidien de stress ou d'angoisse. Donc, sortez, prenez l'air, faites du sport. Faites attention à ce que vous mangez. Donc là aussi, conseil un peu de base, mais parce qu'on sait que c'est un lien sur son énergie et donc sa capacité aussi à absorber le stress. Un médecin pourrait parler beaucoup mieux que moi des bénéfices que ça peut avoir. Bien. Mais donc voilà, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Et puis il y a un conseil moi que j'adore, c'est programmer en fait des week-ends, des sorties. Alors vous allez me dire, attention, on est en train de se dire que le monde va mal, il y a des guerres partout, et toi tu nous dis, prends soin de toi, pense à ton plaisir coupable. Ton plaisir coupable, il est beau le lapsus, mais voilà, de culpabiliser. Mais non, au contraire, c'est justement parce qu'il y a plein de choses qui s'accumulent que c'est important de prendre soin de soi, et c'est comme ça qu'on pourra être fort pour soi et pour les autres. Donc voilà, avoir des projets, c'est aussi important pour mieux gérer le quotidien. Donc tout ça, c'est
c'est des recettes très simples mais terriblement efficaces. Bon, on va voir. Moi, j'ai hâte de retrouver Diane dans quelques secondes pour lui poser toutes les questions autour des sujets que... Merci Emmanuel. De tous les sujets qu'on a là. Je voudrais juste, avant on peut se tutoyer, Diane, c'est possible ou c'est compliqué ? Merci, génial. Avant de te donner la parole, je voudrais demander à Alix, ça donne quoi chez les jeunes, la guerre ? Ça se mesure ça... Alors, j'ai pas relevé d'indicateurs particuliers, mais c'est un très gros sujet. C'est autant tabou que ça peut ouvrir des débats énormes, parce que à l'ère des réseaux sociaux, la guerre, c'est un sujet de tous les jours. Donc on a un vrai effet psychologique qui s'installe. Les images, elles sont omniprésentes, elles sont aussi brutes. Elles ne sont pas filtrées, elles sont vues en boucle. Et là, le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et ce qu'on va regarder de manière répétée. Donc on peut ressentir du stress, de l'anxiété, voire même des formes de détresse émotionnelle, alors qu'on n'est pas forcément dans cette zone de conflit. On parle d'ailleurs de traumatisme vicariant. Claire en a lancé le mot tout à l'heure. Donc ça, c'est le fait d'être impacté par un événement sans l'avoir vécu directement. Donc c'est important, je trouve, de mettre des mots sur cette réalité qu'on est en train de vivre. Il y a un autre enjeu aussi dont on parle un peu moins. Enfin, on en parle beaucoup, mais en regardant ces images, on n'en parle pas, c'est la désinformation. Ça, c'est un vrai sujet de stress. On regarde des images, on consomme aussi des récits à travers ces images, ces vidéos sorties de leur contexte, des montages, des discours orientés. On a même parfois de la propagande de certains pays. Donc comme tout ça va très vite, on n'a pas forcément le temps de vérifier et de prendre du recul. Ça peut créer une forme de confusion mentale. Ce qui est exagéré, c'est instrumentalisé. Ça génère encore plus d'anxiété, voire même de la colère. Ou des prises de position très tranchées. On le voit aussi, aujourd'hui, les extrêmes reviennent parce que ça joue. Alors, chez certains jeunes, ça peut même aller jusqu'à une forme d'influence ou de manipulation. Ça joue sur l'émotion, ces récits, entre le bien et le mal. On ne sait plus vraiment où se positionner. Ça ajoute une hyper-exposition très forte. Ils scrollent, ils voient, ils revoient, sans filtre ni accompagnement. Et ça crée une anxiété diffuse. On ne se rend pas compte, mais ça monte en nous. Et c'est un peu la cocotte minute qui va exploser. À un moment donné, on ne fait plus que s'informer, on absorbe ce contenu, alors on voit des choses fausses ou biaisées. La question, elle devient comment rester informé sans être en surcharge mentale et sans se faire manipuler. Et là, il y a une petite to-do très simple que je vous ai préparée, qu'on pourra voir à l'écran. Déjà, limiter son temps d'exposition, éviter de consommer ces contenus en continu et surtout le soir. Tu nous l'avais préparé pour le mettre maintenant ? Oui, elle doit apparaître quelque part. D'accord. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Ah ouais. En tout cas, je pense que vous le verrez à l'écran. D'accord. Vous pouvez la garder et c'est une petite to-do qu'on peut avoir près de soi. Diversifier ses sources, on l'a dit, vérifier l'information, prendre le temps de comprendre plutôt que de réagir à chaud. Il faut repenser à soi, à son corps, à son esprit, vivre l'instant présent, créer des bons moments aussi, c'est très important. En parler. Beaucoup de personnes ressentent ça, mais on a l'impression d'être un peu seul face à tout ça. Mais en fait, on vit tous avec ces guerres omniprésentes. Donc on se rappelle aussi que c'est une forme d'empathie, que de comprendre et de vouloir comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc c'est pas que négatif, ça veut aussi dire qu'on ressent ces émotions. Donc on prend soin de soi. Le défi, c'est de suivre cette actualité, mais aussi de la comprendre, la décrypter, sans que derrière, ça devienne une forme de fragilité. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est troublant parce que c'est vrai que là, tiens, voilà la to-do list qui arrive, au moins nous on la voit. C'est vrai que c'est très difficile de parler d'un sujet aussi intense et douloureux en donnant un regard avec des experts, avec des professionnels, donc qui donnerait l'impression que c'est clinique, c'est-à-dire que c'est froid, alors qu'en réalité, ceux qui vont nous regarder, ils sont vraisemblablement, ils n'ont pas ce recul, pour la plupart. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Toi, peut-être, tu as la chance d'arriver à cela. Je pense qu'on est tous, on vit les mêmes choses, mais on ne les vit pas de la même façon. Et fort heureusement, il y a des gens qui ont cette prise de recul peut-être plus naturelle ou cette force. Et je pense que c'est à cela qu'il faut qu'on s'adresse en disant, si vous sentez chez les autres des signaux faibles, si vous écoutez-les, essayez de comprendre leur désarroi pour alerter justement et les orienter. Alors, merci pour la transition. Diane, merci 1000 fois d'être parmi nous ce soir. Je n'ose pas dire
dire le temps que j'ai pris pour négocier avec toi ta présence aujourd'hui, parce que tu es débordé et j'imagine à quel point, évidemment, dans ces périodes difficiles. Donc vraiment, vraiment merci d'avoir pris ce temps nécessaire pour nos spectateurs aujourd'hui. Je vais démarrer par une question simple. On parle tous là d'impact, donc d'éventuels traumatismes. Qu'est-ce qu'un psychotraumatisme déjà, pour qu'on parle tous de la même chose? Attends, Diane, on t'entend pas. Je pense qu'il y a un souci. Je ne sais pas si en régie vous l'entendez, mais nous on l'entend pas et on ne pourra pas rebondir sur ces réponses. Ok. Comme diraient nos prédécesseurs, c'est le problème de direct, c'est ça? Oui. Ah oui, je peux l'appeler. Par télé. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de parler de. Il y a un tout petit problème, Diane, ici, mais ça va arriver, je pense, de retour son. C'est difficile. Oui. Ouais, ça y est. C'est bon? Tu nous entends? J'entends très bien. Génial, et on t'entend aussi, merci. Donc, reprends, si ça ne t'ennuie pas, sur cette réponse qu'on attend tous. Qu'est-ce qu'un psychotraumatisme? Alors, le ou les psychotraumatismes, en fait, c'est, on va dire, une grande thématique avec plein de troubles psychopathologiques qui vont être associés à l'intérieur. Donc, on a entendu troubles de stress post-traumatique, hein, on peut l'entendre partout, mais dépression, c'est plus connu. Et puis, tout ce qui est anxiété, mais aussi troubles, ce qu'on appelle dissociatifs. Donc, ça, c'est les grands noms. Mais pour faire simple, en gros, c'est toutes les manifestations qu'on va pouvoir avoir après une exposition, finalement, à des événements très stressants, des événements qui dépassent en fait notre capacité d'adaptation. On n'arrive pas à les intégrer, en fait. Et plus particulièrement, ce sont des événements type violence, accident, etc. Plus généralement, ça va être ça, globalement. Guerre aussi, on a tous ces éléments-là. Voilà, c'est ça le psychotrauma. Donc, en quoi ceux qui sont impactés localement, géographiquement, on n'a pas trop de difficultés à comprendre que le traumatisme existe. Je pense que là, on ne va pas devoir convaincre beaucoup de personnes. Mais je crois qu'on peut l'être aussi en regardant les images ou en écoutant les actualités, les informations qui nous passent par le cerveau. En quoi ça peut nous impacter? Comment ça fonctionne? Alors, à l'origine, on estimait que non. Parce que voilà, sur les informations, ça existe depuis très longtemps. Et si on l'avait estimé il y a 20 ou 30 ans, en fait, à chaque fois qu'on aurait vu des images de guerre sur TF1, par exemple, on aurait tous été traumatisés. Ce n'est pas le cas. Donc à l'époque, c'était pas un sujet. Par contre, après, on s'est aperçu, notamment au niveau des derniers attentats, que quand, par exemple, on avait quelqu'un que l'on connaissait et qu'on voyait les images, une personne qui était dedans, qui avait vécu ça ou qui était proche des attentats et qui vivait ça, alors on pouvait développer un psychotraumatisme. Et là, on est en train de s'apercevoir aussi que comme le monde a changé au niveau des médias, on n'a plus du tout le même type d'information, c'est plus filtré de la même manière, voilà, la distance n'est plus la même et qu'on a en fait une répétition d'informations, on a des chaînes qui passent des infos en boucle, on a les réseaux qui passent des informations en permanence. Là, on a un autre modèle d'information qui vient impacter. Et puis, le vécu, je dirais, n'est pas le même. Quelqu'un qui a 60 ans et quelqu'un qui en a 20 ne vit pas de la même façon les réseaux sociaux. Donc en fait, en fonction de sa génération aussi, ça peut être impactant différemment. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui effectivement vont commencer à avoir des manifestations et vont continuer en fait de regarder des images sans le désirer, mais parce qu'en fait, elles essayent finalement de sortir d'une zone de stress. D'accord. Et en fait, là, on va arriver à avoir des phénomènes qui vont être très difficiles à vivre pour les personnes et générer beaucoup de détresse. Alors justement, là, il y a deux questions en une. La première, c'est quelle est la différence de perception entre quelqu'un qui regarde les réseaux qui a 60 ans et quelqu'un qui regarde les réseaux qui a 20 ans? C'est quoi le filtre? Quelle est la différence? Il y a un background déjà, c'est-à-dire que quand on a vu, je dirais, la télé en couleur arriver, on avait très peu de chaînes à l'époque, puis après voilà, on a eu d'autres choses et les réseaux sociaux sont arrivés après. On a cette distance-là et on a un vécu. On a traversé en fait des années qui nous ont permis de voir qu'en fait le monde change en fait en permanence. Il y a des guerres, il y a des moments de paix, on peut avoir des choses de la vie qui nous impactent, des accidents, des personnes qu'on aimait qui sont décédées. On a traversé en fait un vécu et quelque part en fait ça nous protège d'une certaine façon si voilà, on l'a bien vécu, s'il ne reste pas des choses qui ont été douloureuses et qui n'ont pas été traitées, ça protège quelque part. Quelqu'un qui a 20 ans, en fait,
il n'est pas prêt pour ça. Et les réseaux, on le voit avec notamment l'image ou le sentiment que les personnes ont de leur vie. Quand on voit des personnes qui ont des vies sublimes, etc., les gens se sentent mal au bout d'un moment. Ils sentent que leur vie n'est pas assez bien et on a un effet en fait négatif. Quand on est jeune, on n'a pas encore appris le monde, on est confronté, on est en train d'apprendre. Donc c'est complètement différent. La perception de la vie n'est pas la même encore. Ouais, bien Elle est en sûr. train de se construire. Bien sûr, c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi je me rends pas compte à 60 ans comment on peut l'apercevoir. À 20, je peux comprendre parce que c'est mon âge. Et donc je vois bien le ressenti. Alors justement, là tu parles de l'impact. Et comment on sait qu'on est impacté? Comment ça va se traduire à l'intérieur de nous? Parce que si c'est tous les jours, on sait qu'à un moment donné... Bah, quand c'est tous les jours, en fait, on habitue son cerveau déjà à se connecter. Et puis quelque part, on vient chercher finalement une forme de résolution, c'est-à-dire que plus on a d'informations, plus on a la sensation d'avoir de la maîtrise pour éviter l'impuissance. Et en fait, ça va générer en fait plus d'anxiété, plus de peur, plus de stress, plus d'émotions négatives, et puis voilà, d'autres phénomènes. Et on va commencer potentiellement à avoir des manifestations. Alors, ça a été dit un petit peu tout le temps, mais des troubles du sommeil, on va commencer par exemple à avoir des difficultés d'endormissement, on va commencer à repenser aux choses, à s'angoisser en fait avant de dormir. On peut avoir aussi des réveils nocturnes ou une nuit agitée ou se réveiller plus tôt le matin. Ça, c'est assez simple, ça se voit assez vite. On commence à avoir un sommeil qui se détériore. Alors, ça se voit pas forcément sur les personnes qui font déjà des insomnies ou qui ont déjà des troubles du sommeil, mais on peut avoir une aggravation. Ensuite, on va avoir aussi l'expression émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va changer un petit peu, on va être plus angoissé, on va moins avoir envie de sortir, on va être plus tendu, on va être aussi en hypervigilance, c'est-à-dire qu'on va checker, on va être à l'affût des choses qui peuvent être là. On va aussi être potentiellement plus triste, plus anxieux. On va avoir une modification de ça. Et puis, on va essayer d'avoir tout le temps les mêmes informations. Donc, faisons cet hyper-focus tout le temps pour justement essayer de résorber la situation. Et puis, on va avoir potentiellement des choses qui peuvent être intrusives aussi, des pensées dans la journée qui peuvent venir comme ça, ou même des sortes de flashbacks. On revoit potentiellement des images, ça qu'on retrouve le plus souvent dans le psychotraumatisme. On peut faire aussi des rêves, hein, ça peut venir la nuit. Donc en fait, on va avoir un certain nombre de choses sur le plan neurophysiologique qui vont apparaître et qui, je dirais, sont différents d'avant. On est différent d'avant. Et Alors- c'est surtout ça. Et est-ce qu'on est mieux? Bah non, on Ah oui. est moins bien. Oui, alors Diane, justement, on est différents. Et alors, certains peuvent dire, oui, évidemment, je me suis réveillé ou j'ai une petite collection de tout ce que tu viens d'énumérer. Mais enfin, c'est normal, on est en guerre, c'est normal que je sois pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Alors, oui et non, parce que c'est normal qu'en voyant des images, au bout d'un moment, on finisse par être en détresse, surtout quand c'est de nombreuses heures par jour sans filtre. Oui, mais nous ne sommes pas dans le pays. Donc, normalement, quand on fixe des images comme ça, quand on a des informations, normalement, si on les fixe un temps, je dirais nécessaire pour avoir des informations, ou si c'est son métier, donc on a une certaine forme de distance, on a appris les choses aussi, on a appris comment gérer l'information, normalement, on ne doit pas. Parce que c'est pas la même chose d'être en situation de guerre sur le terrain que d'être en situation dans un pays où il n'y a pas la guerre. Donc quand on commence à avoir des manifestations qui effectivement se rapprochent de personnes qui vont être en situation de guerre, là on peut se dire qu'effectivement on n'est pas sur quelque chose de complètement normatif. Il est évidemment pas anormal de voir ces choses apparaître, mais est-ce que on est dans un fonctionnement sain par rapport à soi et à son environnement? Non, on va être en décalage. Et ce décalage, en fait, il génère de la détresse. Pourquoi est-ce qu'on garderait de la détresse? C'est vrai. Alors justement, merci. Alors du coup, j'en fais quoi? Qu'est-ce que l'étape d'après quand je commence? Parce que c'est un peu l'idée, c'est d'informer nos spectateurs de comment ça se génère au fur et à mesure que je subis l'information. Qu'est-ce que je dois en faire après là? Je vais faire quoi avec ça une fois que j'ai pris conscience que ça crée un désordre? Alors, j'ai entendu plein de réponses qui étaient merveilleuses tout à l'heure et plein de petits tips et de guidelines pour justement sortir de ça. On peut, alors, de toutes les manières, on peut consulter, on peut aller voir quelqu'un, mais effectivement, partager. En fait, partager des choses, construire des choses dans le discours, dans le dialogue, en fait, avec des personnes, sans pour autant en parler toute la journée. Il faut justement créer une limite, sinon on va retravailler en fait les images qu'on a vues le soir ou le matin quand on s'est réveillé. Donc il faut ouvrir un dialogue, mais plutôt voilà, porteur de soutien en fait pour évoquer sa détresse. Après, effectivement, faire du sport. Manger sainement, en fait, avoir des habitudes de vie qui vont être plus saines, ça va être fonctionnel. Si effectivement on a des troubles du sommeil, etc., que ça bouge pas mal là-dessus, consulter en fait aussi son médecin pour arriver en fait à comprendre ce qui se passe sur le plan biologique et peut-être faire quelque chose.
aller chercher ses ressources, en fait, recentrer son attention sur soi et son bien-être. Parce que on n'a pas besoin de se laisser détruire, en fait, par ce qui se passe dans le monde, parce qu'on n'a pas d'impact dessus. Je dirais qu'il y a aussi une question de vision du monde que notamment les jeunes sont en train de construire. Et les guerres, comme les moments de paix, font malheureusement partie de l'histoire de l'humanité et ça a toujours été. Et on est impuissant par rapport à ça. On l'a toujours été pour ceux qui ne sont pas dans les zones de guerre et ceux qui ne sont pas les décideurs, hein, ceux qui sont, je dirais, presque en sandwich dans ça et qui sont dans d'autres pays, hein, qui ne sont pas victimes dans les pays. En fait, on est obligé d'apprendre à vivre avec ce qui est extrêmement difficile. Apprendre à vivre avec des souffrances extrêmes à côté de soi, c'est difficile. Et continuer de vivre, c'est difficile. Et ce chemin-là, en fait, il se fait en parlant aux autres et en avançant, en fait, aussi avec des professionnels pour ça. Et pour ce qui est des réseaux, alors, quand on le peut, parce que parfois on est arrivé à un stade où on ne peut plus, mais quand on le peut, en fait, limiter son temps d'écran, c'est important. C'est-à-dire, effectivement, alors que ce soit pour les jeunes ou pour les enfants, pour les adultes, en fait, limiter. C'est-à-dire 30 minutes, 1 heure maximum. Comme pour les informations aussi. Par jour, Diane. Par jour. 30 par jour minutes, maximum. 1 heure par Ah oui, jour maximum. maximum. Ok. Par jour pour des adultes, oui. Par Pour jour les adultes maximum. Et pour les enfants? Ah oui. Pour les enfants, non, on va être plutôt sur. Alors après, ça dépend du. Parce qu'il y a plusieurs oui. types d'écrans et ça dépend des contenus. Mais 15 D'accord. minutes, après sur les ados, 30 minutes. Alors après, on peut avoir des choses sur WhatsApp, etc., qui sont différents. On est dans le contact aussi avec des groupes de pairs, PRS, où là, c'est un peu différent. On est dans le partage. Donc là, on peut faire un peu plus longtemps, mais sur des contenus vidéo, beaucoup moins. Et surtout pas de contenu violent. Ou alors, quand il y en a, en fait, il faut pouvoir débriefer en fait, avec un adulte pour que ça passe mieux. Bon, Diane. Et je donne toujours ce tips à la fin, qui est un tips qui a peut-être l'air bête, mais les algorithmes, en fait, sont faits pour nous maintenir Bah sur oui. sur les réseaux. Et quand c'est violent, quand c'est choquant, en fait, on va avoir naturellement une attention. C'est humain, en fait. Donc, tout ce qui est négatif va provoquer une rétention, en fait, de l'attention sur ce qu'on est en train de regarder. Donc, l'algorithme, il le perçoit. Donc, il va balancer de plus en plus d'informations négatives. Donc, moi, je dis hacker en fait votre feed et hacker l'algorithme, mettez des petites vidéos de chats mignons en fait et vous faites que des recherches de chats mignons Ça marche. pendant 2 jours, ça va changer votre algorithme. Diane, en fait, merci. aussi. Tu as complètement raison. Alors, je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent. Nous avons décidé de cloner Diane en des millions d'exemplaires de façon à ce que chacun ait Diane chez lui le soir tranquillement pour pouvoir poser toutes les questions qui seront, j'espère, rassurantes pour tout le monde et je pense que ça marchera très fort. Diane, mille merci d'avoir pris du temps pour répondre à ces questions, c'est essentiel. J'espère aussi que tu nous feras le plaisir d'être parmi nous un jour sur le plateau. Et merci encore sincèrement et infiniment de ta présence et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, alors, on va se tourner vers la philo maintenant. Parce qu'il y a un moment, c'est pas facile. Les réseaux, c'est difficile. 1 heure, hein. 30 minutes à 1 heure. Vous en êtes à combien? On dépasse. Mais en vrai, vous êtes à combien? J'achète pas. T'achètes pas, toi non plus? Non, mais moi, je regarde même pas combien de temps. Tu ne calcules plus. Tu es au-delà de 24 heures. 24 heures par jour? Oui, Ouais. on est Non, d'accord. Oui, on est Non, d'accord. mais le maquillage a bien caché les cernes. Non, mais on on est est à bien. plus d'1 heure, en vrai. Ouais. Je veux dire, entre le matin, enfin, je veux dire, Mais largement. on n'est pas bon, là. Là, on va en parler. Delphine, au secours. Alors, au secours, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites Oui. durant cette soirée, donc ça va vraiment être un point de vue et des propositions complémentaires. Et je vais vous proposer des philosophies tips avec un petit cheminement en 5 points pour justement peut-être réapprendre à prendre le temps, à penser la guerre, parce que finalement, auparavant, c'est vrai qu'on pensait la guerre comme un espace presque géographique, une carte, une histoire, et qu'aujourd'hui, la guerre, elle est dans nos poches avec notre smartphone. Et on va regarder des images qu'on n'a pas demandées, des visages qu'on ne connaît pas, et des tragédies qui nous traversent sans toujours nous atteindre. Donc on peut à la fois être très très atteint et en même temps avoir une forme de déconnexion totale en se disant ça ne nous concerne pas et
on devient presque insensible à ce qu'on voit. Donc que faire? Là, la philosophie ne va pas être un luxe, mais une hygiène. Une manière de ne pas se perdre. Alors 5 petits tips, au même titre que ce que Alix nous a proposé sur la to-do list pour les jeunes. Donc apprendre à ne pas réagir trop vite, parce que la première tentation face à la guerre, c'est justement une réaction immédiate. On va s'indigner, on va commenter, on va partager. Mais en fait, réagir, ce n'est pas penser. Penser, ce n'est pas réagir. Donc, comme le rappelait Hannah Arendt, il faut d'abord penser, et ça commence par une suspension. Donc, se dire, à un moment où on accepte qu'on ne va pas tout savoir, on n'a pas forcément d'avis sur le sujet, et c'est OK. Et donc, c'est finalement une sorte de principe où on va réhabiliter la lenteur. Accepter que dans un monde qui va très très vite, on décide d'être très très lent et ça nous évitera aussi d'avoir des opinions instantanées et prendre le temps devient presque un acte subversif, donc rebellez-vous. Deuxième point, distinguer, voir et comprendre. On croit voir la guerre, mais en fait on n'en voit que des fragments. C'est vraiment le mythe de la caverne de Platon où on a cette projection sur ce mur. Et comprendre aujourd'hui, c'est donc faire un pas de côté. Et c'est justement ce qu'on disait plusieurs fois, on l'a entendu ce soir, c'est de lire plusieurs sources. Accepter aussi que ça soit complexe. On a le droit de ne pas tout comprendre. Donc on revient sur le point 1. Et puis résister aussi à l'évidence immédiate. Parce que c'est tellement plus simple de penser que c'est facile et qu'on comprend très vite que généralement c'est très dangereux quand on a l'impression de tout comprendre. C'est moins confortable, mais c'est plus juste. Le troisième point, c'est refuser le cynisme. Tu parlais tout à l'heure de Hannah Arendt et de la banalisation du mal. Albert Camus a aussi écrit en disant que le vrai combat, ce n'est pas uniquement lutter contre la violence, mais c'est aussi lutter contre l'habitude de la violence, parce que finalement, à force de voir ces images fréquemment répétées, on se dit, voilà, ça devient une habitude, ça devient notre quotidien, à quoi bon? Et on a presque l'impression d'être désensibilisé à ce qu'on peut voir. Et ne pas s'habituer, c'est ne pas laisser l'horreur finalement planter le décor, et c'est aussi une discipline intérieure. Quatrième point, retrouver une juste distance. Alors trop près, on peut se sentir submergé, trop loin, on va devenir indifférent. Donc la sagesse, alors là je vais vous donner un grand principe, la sagesse consiste peut-être à habiter cet entre-deux, qui n'est pas non plus très très confortable. Et ça peut se faire en 3 points. Donc s'informer sans se noyer, ressentir sans s'effondrer et comprendre sans prétendre tout maîtriser. Et c'est finalement le principe des stoïciens, parce qu'il y a ce qui dépend de nous et le reste, et la guerre fait partie justement du reste sur lequel on n'a pas forcément d'emprise. Donc il faut aussi accepter une forme de douceur vis-à-vis de soi-même, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc voilà. Le 5e point, c'est sauver notre attention, donc choisir ce que l'on regarde, décider quand on s'informe, donc on l'a déjà entendu précédemment. S'autoriser à fermer l'écran, n'est-ce pas David? Ce n'est pas fuir le monde, c'est simplement refuser d'y être dissous. Donc pour conclure, on peut dire que la philosophie, elle ne va pas nous protéger du réel, elle ne fait pas taire les bombes, mais elle peut nous aider à rester humains dans un monde qui parfois nous pousse à devenir spectateurs. Elle va nous apprendre à tenir une position exigeante, donc être lucide sans être désespéré, informé mais pas englouti, et touché mais encore capable de penser. Voilà, donc c'est des grands principes, mais c'est vrai que c'est aussi une sorte d'hygiène, c'est ce que je disais un peu au début, c'est se fixer ce type de principe pour presque sa survie personnelle. C'est intéressant, mais c'est quand même, je pense que vous serez vraiment d'accord avec moi, c'est très frustrant, cette espèce d'impuissance qu'on peut avoir derrière la télécommande ou le téléphone, de se dire j'aimerais faire quelque chose. Alors j'ai lu, je me souviens plus, que finalement contribuer, donner 10 € à une association qui vient aider des victimes est plus efficace en termes d'anxiolytiques, donc pour lutter contre l'anxiété, que de regarder 1 heure pour se tenir informé l'actualité. Donc il doit y avoir plein de moyens, au-delà de ce qu'on a vu, d'agir, de contribuer pour que justement on diminue notre frustration à la passivité quand même, et qu'on se dise
c'est tellement une goutte d'eau dans la mer, mais c'est l'histoire du colibri. Hein. C'est tellement une goutte d'eau dans la mer, mais au moins j'y vais, quoi, je fais quelque chose. Je pense que ça peut aider aussi, parce que c'est difficile de subir cette... Et puis alors, mon cher David, d'habitude, tu nous fais des chroniques qui sont plutôt rigolotes et qui sont plutôt là pour nous alléger l'esprit. Alors, c'est pas que tu vas nous le plomber, loin de là. Non, je vais pas le plomber. Loin de là. Mais je sais que ce dont tu vas nous parler est passionnant et ne concerne pas que les problèmes liés, à la guerre, mais en général. Tout à fait. Et tu viens de faire la transition aussi en disant, voilà, il existe des moyens d'échapper un peu à tout cela. Et donc là, aujourd'hui, j'ai décidé plutôt de vous partager une expérience que j'ai vécue. Et donc, pour commencer, les amis, je vous emmène avec un petit quiz. Parce que je sais que j'aime bien tester l'ambiance, voir un peu où vous en êtes collectivement. Et parfois, vous savez que ça pique un peu. Alors, le quiz commence. Est-ce qu'une personne en pleine crise d'angoisse peut perdre connaissance ? Bon, on débattra de tout ça après. Est-ce qu'on peut raisonner... Donc en fait, alors vous pouvez le faire. Bon, alors mais on le fait très rapidement parce que je sais qu'après tu vas me prendre des minutes. Alors, est-ce qu'une personne en pleine crise d'angoisse peut perdre connaissance ? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut, tout à fait, est-ce qu'on peut raisonner quelqu'un en crise psychique comme on raisonne quelqu'un qui aurait perdu ses clés ? Non. Non. Est-ce que la dépression se voit forcément ? Non. Non. Et puis, question bonus, est-ce que dire à quelqu'un « bon allez, courage, ça va passer » est un geste de premier secours ? Non. Non. Bon, voilà. Alors bon, David, merci. j'ai vu, j'en étais sûr. Donc je vois vos regards, voilà. Mais bon, vous n'avez pas hésité aujourd'hui et je suis très fier de cette équipe. Mais bon, pour vous qui êtes derrière l'écran, je vous rassure, si vous n'avez pas trouvé les bonnes réponses, c'est tout à fait normal parce qu'on nous apprend à faire des massages cardiaques, mais en gros, on ne nous apprend pas à parler de quelqu'un qui s'effondre devant nous, qui s'effondre émotionnellement. Et puis bon, on sait mettre des pansements, mais en général, on ne sait pas mettre des mots. Alors, on en a parlé de ces contextes. On traverse une période où la santé mentale est mise à rude épreuve, entre l'instabilité politique, la crise économique, les tensions sociales, la guerre, les guerres. On vit dans un climat qui secoue, même les plus solides d'entre nous. Et c'est un peu comme un épisode de série Netflix où on n'a pas demandé la saison 2, mais elle vous tombe dessus comme ça. Alors, forcément, autour de nous, il y a des gens qui ne vont pas bien et parfois, on ne sait pas quoi faire. On se sent maladroit, impuissant face à ça ou carrément à côté de la plaque. Eh bien, j'ai voulu vivre cette expérience et j'en suis sorti très, très satisfait et surtout différent. J'ai décidé tout simplement de faire quelque chose. J'ai suivi la formation PSSM. Alors, on se détend, PSSM, c'est premiers secours en santé mentale. Oui, ça existe. C'est comme les premiers secours, mais pour la tête, pour les émotions et pour les crises psychiques. Et je vous rassure, ça change tout. Alors, à quoi ça sert ? Donc, l'idée, c'est pas de devenir psychologue en 14 heures. Hein. On reste à sa place, on ne diagnostique pas, on ne soigne pas, on ne prescrit pas. Bref, on ressort pas avec une blouse blanche ou un stéthoscope, mais on apprend à repérer, écouter, rassurer, accompagner, à tendre la main sans s'improviser sauveur, à être le premier relais, le premier soutien, un peu comme un pont entre une personne en difficulté et un professionnel. Donc, pas question de jouer les super-héros. Alerte, spoiler, la cape n'est pas fournie. Concernant le contenu de cette formation, alors elle donne des connaissances générales sur la santé mentale, notamment sur les 4 troubles les plus fréquents chez les adultes, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et ceux liés à l'usage de substances. On apprend aussi que le secourisme psychique ne fonctionne pas comme le secourisme physique. Voilà. Il n'y a pas une seule intervention, mais parfois plusieurs moments où l'on écoute, où l'on rassure, où l'on accompagne, donc on s'inscrit dans le temps. C'est un soutien dans la durée, mais toujours dans le respect de ses propres limites. Une méthode à retenir, vous l'aurez à l'écran et puis je vous donnerai toutes les informations à la fin, voilà, là, dans le générique. C'est accessible à tout le monde. Exactement. Voilà. Même les philosophes peuvent le faire. Ah mais surtout. Je suis prête. Surtout. Voilà. Et on ressort avec ce qu'on appelle. Parce qu'avec Madame de Funès, des fois, je me méfie que ça ne l'intéresse pas finalement. Je l'ai pas lassé, j'avais envie. Elle n'était pas dans ma session. On est d'accord. Voilà. Je suis ressorti avec cette fameuse méthode aérée. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. C'est une méthode simple, très concrète et redoutablement efficace. Alors,
aérer. A comme approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise, mais pas en mode ninja. Hein. C'est aller vers elle avec douceur et sans la brusquer. E comme écouter activement et sans juger. C'est la base, hein. Écouter vraiment, pas pour répondre, pas pour conseiller, simplement pour comprendre. Le R comme réconforter et informer, c'est rassurer, normaliser, expliquer ce qu'on peut faire. E comme encourager et aller vers des professionnels, c'est surtout ça que moi j'ai retenu, parce que les pros, c'est leur métier. Et puis ensuite, R, le R final, c'est renseigner sur les ressources disponibles, on en parlait tout à l'heure, les lignes d'écoute, les associations, les structures locales, bref, ne pas laisser la personne toute seule. Donc l'impact est ce qui a vraiment changé, et je vais vous dire, cette formation, elle m'a fait du bien, elle donne des outils, elle donne surtout de la confiance, on se sent moins démuni, on se sent utile, et surtout, elle contribue à lever un énorme tabou qu'est la santé mentale. Parce qu'on en parle beaucoup, plus on apprend, plus on comprend, mais c'est aussi ce qui nous fait peur. Donc en conclusion, si vous avez envie d'être un peu mieux armé par rapport à des situations que vous ne maîtriseriez pas, pour aider quelqu'un qui traverse une tempête intérieure, si vous voulez comprendre ce qui joue derrière le mot anxiété, mais aussi derrière celui qui est la dépression, la crise psychique, si vous voulez juste être un humain un peu mieux équipé pour accompagner d'autres humains, eh bien je vous invite vraiment à suivre cette formation et à en vous renseigner sur ce qu'est les PSSM. Dans le monde dans lequel on vit, où presque c'est réaliser un acte citoyen, et cette formation devrait l'être, hein, elle pourrait être d'utilité publique. Et puis soyons honnêtes, ça fait du bien de savoir qu'on peut aider les autres, même un tout petit peu. Non, génial, bravo, Voilà. Merci David. Et c'est à quel âge? Alors quel âge? Dans ma session, j'avais un jeune pompier de 18 ans. D'accord. Voilà. Donc c'est pour le moment réservé aux adultes, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas accès ou... Oui, alors il y a une session réservée aux enfants. Voilà, mais comme nous l'expliquaient nos psychologues, avec une approche qui est totalement différente. Mais je trouve que c'est très important dans le contexte, je dirais, de la vie quotidienne, mais aussi dans l'entreprise. Donc, il y avait beaucoup de personnes des ressources humaines, mais c'est là où je me dis, il ne faudrait pas que ça se cantonne juste aux ressources humaines. Il faudrait que ce soit à tous les managers. Voilà, il y avait beaucoup de personnes dans les métiers du sanitaire et social, et puis des gens, tout simplement, qui avaient l'impression, comme on va voter, de faire un devoir civique. Il faudra vraiment qu'on mette... Mais en fait, il y a deux formations. Il y a la formation pour les adultes en santé mentale et pour les jeunes. Et pour les jeunes, exactement. C'est pas les L'approche n'est pas tout à fait la même. Alors, je ne sais pas si on s'est bien compris, mais il y a deux... dans une grande formation, il y a deux sous-formations qui sont différentes avec... voilà. Exactement, l'approche n'est pas la même. Le contenu, j'avais pas compris. Le contenu et l'objectif est le même, mais en revanche, l'approche est différente. Ok, en tout cas, on mettra tous les renseignements, Exactement. parce que je pense que ça va intéresser du monde. Enfin, ça devrait intéresser du monde. En réalité, ça devrait être quasiment obligatoire. En fait. Ouais. Enseigner à l'école. C'est ça, enseigner à l'école. Mais bon, ça, c'était le rêve quand j'étais petit. Je disais, un jour, on enseigne la psychologie dans les petites classes. Avant de nous apprendre l'histoire de l'homme, on nous apprendrait l'homme, enfin l'humain. Merci mille fois à vous, évidemment. Ça chatouille un peu le ventre pour moi, en tout cas, cette émission sur la guerre. C'est toujours un sujet difficile parce que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui sont en souffrance et on y pense évidemment. Merci d'avoir été présent. Je rappelle qu'une chaîne YouTube, même si nous sommes sur Top Santé TV à côté, une chaîne YouTube ne peut continuer à vivre que si vous likez, c'est-à-dire que si vous mettez des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez, que si vous relayez l'information, c'est-à-dire partagez-la, abonnez-vous, je vous en supplie, c'est pas grand-chose. Il faut sur votre téléphone ou vos ordinateurs, je m'abonne. Et nous, ça nous crée évidemment tout de suite une montée en puissance dont on a nécessairement besoin. Vous savez que cette émission a besoin de partenariats pour exister, pour continuer à exister. On essaye de vous alimenter tous de sujets, vous l'avez remarqué, divers et variés, mais toujours autour de la santé mentale. Et si on ne monte pas en puissance davantage, on va avoir du mal à faire venir des partenaires. Donc vraiment, on en a besoin. Faites juste ce petit effort de cliquer, de partager le plus possible autour de vous. Ça va nous aider, nous tous ici présents. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine fois. On va essayer pour la prochaine fois de faire, pour justement créer un contre-courant. Notre cher philosophe me posait la question tout à l'heure, de faire une émission sur l'amour et sur toutes ses conséquences. Qu'est-ce que ça peut représenter? Pourquoi ça agit autant sur le psyché et d'où ça vient? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.